bonjour et bienvenue à toutes et tous. Vous m'entendez bien ou pas? Parce que je reçois déjà des SMS, on n'a pas de son. C'est bon, on a Là, on t'entend. J'ai pas entendu le... Super. Bonjour, bienvenue. Un grand merci à nos experts d'être avec nous ce soir. Donc, le professeur Valérie Gounand, qui est pneumo-oncologue à l'hôpital Bichat à Paris. Bonsoir. Merci, professeur Gounand, d'être avec nous. Bonsoir. Nous serons également accompagnés, alors je vais réduire pour qu'on voit tout le monde, de l'équipe de deux psychologues de Foch. Bonsoir, Madame Rassa et Madame Landrea. Et puis, Bonsoir. Bonsoir. Nous aurons nos témoignages, alors avec Leslie, Emmanuel, Hélène de Mon Réseau Cancer du Poumon. Et donc, ce soir, c'est un sujet un peu nouveau qu'on va aborder. C'est les bonnes réponses, les bonnes nouvelles dans le cancer du poumon. Alors, c'est vrai que l'annonce d'un cancer est une déflagration, et ce, quel que soit le cancer, peut-être un peu plus dans le cancer du poumon qui qui garde une image un peu péjorative en termes de pronostic. Alors finalement, quand on a fait cette acceptation du diagnostic, comment accueillir et interpréter les bonnes nouvelles, les réponses complètes, les réponses partielles, etc. Et puis aussi comment se projeter dans l'avenir, dans ce temps qui va arriver, des suivis, etc. Et donc, c'est tous ces sujets que ce soir, nous allons aborder avec nos experts, que nous remercions. Et je laisse la parole à Laure. Très très rapidement, un tout petit mot d'accueil. Déjà, on est ravis avec l'équipe de Mon Réseau Cancer du Poumon parce que c'est notre première webconférence avec notre nouveau réseau, nouvelle formule. Donc, je vais vous remettre, pour ceux qui ne seraient pas encore connectés, la nouvelle adresse donc de la plateforme. Et puis, actuellement, l'application mobile sur Apple est dispo. Google Play se fait un peu attendre, mais on va dire c'est la semaine de bascule. Donc c'est d'ailleurs dans cette nouvelle plateforme, on retrouvera beaucoup plus facilement les replays des webconférences. Donc sachez-le, ça sera quelque chose de vraiment d'utile pour que ces rencontres soient un temps comme ce soir d'échange, mais aussi que ça nourrisse et que tout le monde puisse les retrouver facilement après. Et comme tu le soulignais, Oriane, en fait sur ce réseau et depuis 2017 avec Leslie, on voit combien il y a beaucoup d'espoir à partager. Il y a beaucoup de questions aussi sur comment ça se passe, les traitements, et puis finalement les évolutions de suivi. Et puis, est-ce qu'on peut penser rémission, guérison? Et ces mots-là font du bien, mais ils sont pas prononcés si facilement par les soignants. Et donc, c'est très important de comprendre finalement pourquoi et comment ça se passe. Donc, sans plus tarder, on va donner la parole au professeur Valérie Gounand qui va nous donner explication des soignants pour mieux comprendre en fait les enjeux dans ce suivi. Et après, on aura voilà. Donc, bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir autour de cette thématique en fait qui m'est chère. Nous aussi, moins de vous bien sûr, mais nous aussi, on rêve de prononcer ces mots. On aimerait les dire à chaque patient qu'on rencontre et qu'on soigne. Vous êtes en rémission complète, vous êtes guéri. Malheureusement, c'est pas notre quotidien, mais de plus en plus parce qu'il y a d'énormes progrès qui sont faits. Et on va réfléchir ensemble autour de ces notions. Et je ne sais pas si je peux avoir accès au diaporama. Voilà. Donc, rémission, guérison des cancers du poumon. On s'est dit qu'on partait d'une première situation qui est celle d'une personne qui a un cancer du poumon localisé. Localisé dans le langage médical, ça veut dire la maladie est uniquement au niveau du poumon. Parfois, il y a un ganglion à côté, mais voilà, il n'y a pas de métastase. Par exemple, cette personne a eu le diagnostic de cancer du poumon en 2020. Vous voyez son scanner thoracique et à droite, c'est inversé, enfin vous avez l'impression que c'est à gauche, mais c'est au niveau du poumon droit. Il y a une image qui est suspecte. Donc, ensuite, il y a eu ce qu'on appelle un TEP scanner au 18-fluorodésoxyglucose, peu importe les noms. Mais ça, c'est pour faire le bilan d'extension de la maladie. Et on a vu sur ce TEP scanner que seul le nodule, seule la petite boule captait le produit.
En tout cas, c'était la seule fixation pathologique qu'on a pu dire. C'est un cancer du poumon localisé parce que la personne a bénéficié d'une biopsie, parce que seule une biopsie permet de poser le diagnostic de cancer. Cette personne a été opérée en 2020. Elle n'a pas eu besoin de traitement adjuvant. Adjuvance, dans notre langage, ça veut dire post-opératoire. Et à partir du moment où elle a été opérée, que le chirurgien a dit « moi, j'ai retiré tout ce qui devait être retiré », la pièce opératoire, elle part chez le pathologiste qui va analyser tout sous le microscope. Et le pathologiste, il dit ben, partout où le chirurgien a coupé, c'est en zone saine. Et donc, on considère le patient en rémission. Pendant des années, il y a 10 ans, il y a 20 ans, les chirurgiens ils disaient souvent c'est bon, je vous ai guéri. En fait, on ne peut pas dire ça si on veut être en vérité avec le patient. Et ça, je pense que la question de vérité, c'est la plus importante. Ce mot qu'on rêve de prononcer et surtout, bien sûr, que vous avez besoin d'entendre pour continuer le chemin et vous projeter à long terme, c'est le mot guérison. Mais ce mot, on le prononce 5 ans après. Quand la personne a été opérée, après, elle est en rémission, elle est surveillée régulièrement, rien ne se passe de négatif pendant 5 ans, il n'y a pas de récidive. Au bout de 5 ans, on pourra dire elle est guérie. Et en l'occurrence, cette patiente, je la suis régulièrement. Là, c'est un de ses derniers scanners. Vous voyez, il n'y a plus la boule, il n'y a rien d'autre d'anormal. Et en 2025, j'espère bien qu'elle fera la fête et qu'on dira « vous êtes guérie ». C'est finalement le cas le plus simple. Pourquoi on dit 5 ans et pourquoi pas 10 ans ou 20 ans ou 2 ans? Dans le cancer du poumon, et là on est bien sur les cancers du poumon localisés qui ont été traités par chirurgie, le risque de récidive après 5 ans, si on est resté en rémission complète pendant 5 ans et qu'on n'a pas récidivé, le risque est vraiment extrêmement faible. Extrêmement, extrêmement. J'ai pris cette étude qui est une étude un peu ancienne. Je vais essayer de vous expliquer correctement. C'est une étude qui vient d'un programme de dépistage et des sujets. Quand on fait du dépistage, c'est chez des sujets, pas des patients, parce qu'ils n'ont pas de symptômes, avaient accepté de rentrer dans cette étude et étaient dépistés par scanner thoracique. Dans un certain cas, on trouvait des cancers du poumon. Et donc là, c'est la survie à 20 ans des personnes qui ont été dépistées et qui avaient effectivement un cancer du poumon. Et vous voyez la courbe rouge, du coup je crois que j'ai pas de flèche, mais je vous dis, enfin vous devez voir la courbe rouge, c'est ceux qui ont été opérés d'un petit cancer localisé. Et donc globalement, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire que quand le cancer il est très très localisé, bien sûr il peut quand même y avoir des récidives et elles surviennent en général au début. Mais après, la courbe, elle est droite, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de mortalité par cancer du poumon chez ces patients quand on est à 10 ans et à 20 ans, sur des tout petits cancers opérés. Donc ça, c'est vraiment encourageant. C'est pas le sujet, mais pendant très longtemps, les gens, ils avaient une vision complètement négative du cancer du poumon, y compris les médecins, y compris certains pneumologues, certains médecins généralistes, pensant que on pouvait pas guérir du cancer du poumon. C'est faux, on peut guérir. Et nous, on doit avoir cette parole. Je pense aux patients et elle doit être en confiance, donc pas à la légère. Il faut attendre les 5 ans, mais au bout de 5 ans, je pense qu'on peut dire les choses. Voici déjà ce que je voulais dire sur les personnes qui ont des cancers du poumon localisés, qui sont opérés et sont en rémission après la chirurgie et guéris à 5 ans
en l'absence de récidive. Et on discutera après d'autres situations, mais je ne veux pas mobiliser trop la parole et je pense que vous avez des choses à dire et des questions à poser. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions via le chat et on y répondra ensuite. Merci beaucoup déjà pour ce premier niveau d'information très clair. Et donc l'idée, c'est qu'on va donner la parole maintenant à Hélène, qui va nous témoigner de son parcours de patiente opérée il y a quelques temps. Et voilà, donc il va nous expliquer ses traitements, son suivi, où elle en est aujourd'hui et avec quels mots elle échange avec son équipe de soins. Bonsoir, donc je m'appelle Hélène. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a encore, oui. J'ai été opérée en mai 2021 et il y a mon chat évidemment qui arrive à ce moment-là. Donc j'ai été opérée d'un adénocarcinome après une longue errance médicale. À la base, on devait me faire une pneumonectomie étant donné que j'avais une tumeur de 7 cm. Et moi, les mots à ce moment-là que j'ai entendus, c'est « vous allez passer d'une Porsche à une 2 chevaux ». Donc, bon, je n'avais pas le permis de conduire, mais j'ai compris un peu l'idée. Néanmoins, je pense que les médecins, ils s'adaptent peut-être aussi à ce qu'ils ressentent du patient. Moi, qu'on me parle comme ça, bah, ça ne m'a pas gênée du tout. Ça ne m'a pas du tout gênée. Au moins, je savais où j'en étais. Elle m'a d'ailleurs dit, la pneumologue, à ce moment-là, qu'elle sentait que il fallait me parler assez cash, voilà. J'ai donc été opérée, ça s'est bien passé, étant donné qu'en me réveillant, voilà un autre mot, le chirurgien était à côté de moi et il m'a dit, en fait, vous n'avez pas une pneumonectomie, vous avez une lobectomie, c'est-à-dire qu'on ne m'a enlevé que le lobe inférieur gauche. Et donc, peut-être que j'y connais pas grand-chose en voiture, mais peut-être, je ne sais pas, je suis une Clio maintenant, quelque chose comme ça. Bref. On m'a annoncé 15 jours après que les ganglions étaient négatifs, donc c'était également une bonne nouvelle. Et quand je suis sortie de l'hôpital, moi je pensais que c'était terminé et on m'a dit non chimio-adjuvante. Ce que j'ai eu du mal à entendre étant donné que pour moi c'était terminé. Donc j'ai fait 4 cycles de chimio-adjuvante étant donné la taille de ma tumeur qui était importante et mon jeune âge étant donné que j'avais que 42 ans à l'époque. Ensuite, j'ai été surveillée pendant 2 ans avec un scan thoraco-abdominaux, pelvien, crânio, enfin à peu près tout, pendant 2 ans, tous les 3 mois, ce qui était assez compliqué à vivre, notamment se projeter et continuer à évoluer alors que tous les 3 mois, vous avez l'impression que vous repartez un peu à l'échafaud, c'est compliqué. Et quand on est passé à 6 mois, ça a été vraiment une délivrance. Et donc, je lui ai posé la question sur ces questions de guérison, de rémission. Et elle m'a jamais dit, vous êtes en rémission. Alors qu'a priori, je suis en rémission. Et je lui ai dit, donc, alors je suis en rémission. Et elle m'a dit, oui, vous êtes en rémission. Mais en fait, parfois, la communication, elle se fait sans les mots. Ce que j'ai compris, c'est que pendant les 2 ans post-op où je voyais mon oncologue, elle regardait très longuement mes scans. Elle me parlait beaucoup de mon bien-être physique, mental. Elle était très attentive à ça. Et passé les 2 ans, quand on est passé à un scan tous les 6 mois, maintenant, on parle de quoi? On parle de nos enfants qui passent le bac, on parle de nos vacances, etc. Et donc, j'ai compris à travers le fait qu'elle soit détendue qu'il fallait que je puisse me détendre aussi. Donc, parfois, les mots, ils sont pas forcément, ça passe pas forcément par le langage verbal, ou en tout cas, ça passe pas par là. Je vais à mes contrôles beaucoup plus détendus depuis qu'elle est plus détendue, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, du coup, on a la chance d'être accompagné par 2 psychologues. Est-ce que vous voulez faire un peu rebondir sur justement cette évolution aussi de la façon dont on ressent les choses? Oui, déjà c'est hyper intéressant d'avoir un témoignage d'un patient et de voir un peu comment c'est vécu. C'est nous dans notre clinique, on voit quand même que déjà la chose principale effectivement, c'est le lien entre l'oncologue et le patient. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est quand même ça qui joue beaucoup. Oui, l'alliance. Oui. L'alliance avec le médecin, d'avoir confiance en ce qu'il nous dit, de savoir qu'on va nous dire cash les vérités, puisqu'il y a certains oncologues pour qui soit c'est pas dans leur pratique d'être très cash, ou alors parce qu'ils ont peur de blesser les patients ou
leur provoquer des symptômes dépressifs ou de l'anxiété. Ils n'osent pas forcément dire les choses alors que c'est ce qu'attendent les patients. Donc là, c'est super que vous, votre oncologue, elle ait pu vous dire les choses. Puis certains patients aussi sont dans un état de sidération au moment de l'annonce. Ouais, où on n'entend pas tout. Et n'entendent pas, n'intègrent pas toutes les informations aussi. Donc, ça arrive aussi très souvent. Et après, pour tout ce qui est la phase de rémission par rémission, je sais pas comment. Ça dépend de chaque patient, ça c'est clair et net de comment les patients vont les vivre. J'ai quand même l'impression que c'est toujours mieux d'avoir le médecin qui dit le mot, même si on le comprend effectivement par les oncologues qui sont de moins en moins stressés, moins en moins attentifs et qui petit à petit décalent avec les rendez-vous tous les 3 mois, puis tous les 6 mois, puis ce genre de choses. On le comprend que ça va bien, mais c'est aussi, je pense, toujours rassurant d'avoir les mots qui sont posés, notamment pour certains patients qui sont très angoissés, qui comprennent pas forcément ce qui se passe, et d'avoir un cadre clair. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai quand même l'impression que c'est ce qu'on retrouve. Oui, tout ce qui n'est pas dit n'est pas dit. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on leur dit. Exactement. Et certains patients peuvent l'interpréter, mais d'autres non. Et donc, mon conseil aux oncologues serait de dire les choses, ne pas hésiter. Oui. Voilà. Et dans l'aspect, Hélène nous disait, c'est difficile de se projeter en fait à 3 mois, etc. Je pense que c'est un aspect que partagent avec vous beaucoup les patients. Alors il n'y a pas un patient, il n'y a pas une patiente, mais comment est-ce qu'il y a des petits tips ou des choses où vous pouvez les aider ou les mettre au moins sur un chemin? Alors, c'est un peu compliqué de donner des tips généraux pour tous les patients. Malheureusement, ça n'existe pas. Ça dépend comment le patient vit la chose. Après, moi, ce que je dis très souvent, c'est que dans le cancer, il y a les 3 phases. Il y a la phase un peu, comme ce qu'a vécu Hélène, d'errance médicale. On ne sait pas trop ce qui se passe jusqu'à ce que le diagnostic soit posé. Ensuite, il y a la phase de traitement avec chimio, opération, immuno, voilà. Et ensuite, il y a l'après. L'après, donc toute cette phase de rémission, de surveillance tous les 3 mois, c'est aussi une phase de cancer, même si on est plus vraiment malade, que les médecins nous disent c'est bon, là maintenant tout va mieux, on est en rémission, pas en rémission, mais bon, donc on est dans l'après. C'est quand même une phase où on est plus vraiment malade, mais pas non plus complètement revenu à une vie entre guillemets normale, parce que normal ne veut rien dire non plus, mais voilà. Et je pense aussi avoir conscience de ça, qu'on est encore dans la phase de surveillance. Ouais. Je sais pas, il y a beaucoup de patients qui vont être face à la peur de la récidive. Ouais. Et on leur explique que cette peur, elle est sur un continuum, mais que il y a la peur qui est normale, qui va leur permettre justement de se protéger, de continuer de venir faire leurs examens, leurs rendez-vous de contrôle, de toujours prendre soin de leur santé, d'être assez vigilants. Et nous, on veille justement à ce que ça ne tombe pas dans une peur, dans les phobies en fait, dans la peur de sortir, la peur de l'hypocondrie aussi, de l'hypocondrie. Mais après, le sentiment qu'a vécu Hélène me paraît plutôt adapté à la situation. Oui, on sort du cancer, on pense enfin que c'est terminé, mais non, tous les 3 mois, on doit revenir à l'hôpital, on repart dans le même mécanisme, les rendez-vous. Et c'est la réalité aussi, donc c'est normal que ce soit associé à des peurs, à des angoisses, à ce genre de choses. Après, en fonction de comment ces peurs et ces angoisses s'expriment chez les patients, il y a des choses qu'on peut proposer, mais ça, pour le coup, ça dépend de comment ça s'exprime chez le patient. On ne peut pas trop vous donner... Oui, l'incertitude est vécue de manière tellement différente. C'est la grande question des psycho-oncologues, des oncologues, et même des philosophes, de faire face à l'incertitude. C'est du cas par cas en fonction de la personne, de sa singularité, de son environnement social, de s'il va reprendre ou non le travail aussi. Ça va être il y a aussi un gros facteur. Se remettre dans la vie quotidienne, entre guillemets, reprendre le travail. Si on est parent, reprendre, parce que parfois pendant les traitements, notre rôle de parent est un peu mis entre parenthèses, entre guillemets. Reprendre son rôle de parent, revenir dans la vie fait que si on peut oublier qu'on a été malade, entre guillemets, à certains moments. Mais tant qu'on est dans ces 5 ans, à mon avis, de rémission, je pense qu'on ne peut pas complètement oublier et passer à autre chose. Après, tout le monde le vit différemment, mais voilà. Pas sûr qu'on puisse oublier même à 10 ans, sauf qu'on le vit différemment et peut-être que ça nous handicape moins pour se projeter. Mais je ne suis pas sûre que les gens, même à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, ils oublient. Mais c'est pas grave. C'est comme il y a des événements dans la vie qui sont difficiles et qu'on n'oubliera pas. Mais si on a réussi après à passer à autre chose, c'est peut-être ça qui est important, que ça n'empêche pas de vivre la vie qu'on a envie de vivre, surtout si on est guéri, en fait.
Ouais. Ouais, quand tu dis oublier, c'est oublier les angoisses associées à la maladie. Ne plus les revivre dès qu'on revient à l'hôpital, ne plus avoir bon, tout ce qu'on a un peu expliqué avant. C'est ça. Effectivement, on n'oublie jamais qu'on a eu un cancer. Je pense que ça fait partie des événements de vie qui forgent qui on est plus tard, au même titre qu'un mariage, des enfants. C'est des événements qui sont tellement bouleversants qu'on n'oublie jamais. Si vous voulez, on peut passer à la deuxième Oui, situation. on va passer à la deuxième situation. Justement, en plus, il y a plein de questions. Donc, docteur Bounan, on vous met vos slides. Comme ça, on peut faire la deuxième situation et répondre après aux questions Oui. sur les cancers du poumon localisés. Alors, on a vu la situation du cas que je vous ai montré avec le premier scanner et surtout, et c'est beaucoup plus important, on a entendu le témoignage d'Hélène. Donc, ce sont des personnes qui ont eu un cancer du poumon localisé, qui ont été opérées. Il y a aussi des patients qui ont des cancers du poumon localisés, parfois même de très petite taille, comme vous voyez ici sur la partie gauche de la diapositive. Ce scanner, il y a un petit nodule qui mesure 1 cm. Il est très petit. Ce patient, je l'ai pris en charge en 2015 et il ne pouvait pas être opéré. Il y a des patients qui ne peuvent pas être opérés, par exemple, pas à cause du cancer, mais parce qu'ils ont une insuffisance cardiaque ou une insuffisance respiratoire. En tout cas, on ne peut pas leur enlever un bout de poumon. Mais on peut quand même avoir un projet curatif, donc un projet pour guérir. Et si ce n'est pas par la chirurgie, ça peut être par la radiothérapie pulmonaire stéréotaxique. On va simplifier en disant que stéréotaxique, c'est de la radiothérapie de très très haute précision, au millimètre près. Et donc, ce patient, en 2015, il a eu de la radiothérapie. Je pense même qu'il a eu qu'une seule séance de radiothérapie. Et ce que je voulais dire, parce que c'est important, je pense, pour vous, pour ceux qui ont été traités par radiothérapie ou ceux qui seront traités par radiothérapie, c'est que contrairement à la chirurgie où on voit plus rien, parce qu'on enlève la tumeur, et ben là, en fait, dans 90% des cas, on voit encore un truc après. Parfois même, ça peut être plus gros. Et c'est comme une cicatrice. Et là, vous voyez l'exemple de ce patient. Il a eu les rayons en 2015 pour une toute petite tumeur. Quelques mois après, il y a une espèce de cicatrice qui s'est formée. La cicatrice, elle n'a pas bougé de 2016 à 2024. Et heureusement, je n'ai pas attendu 2024 pour lui dire qu'il était guéri, même si on voit encore un truc. Et là encore, je n'ai pas de flèche, mais vous regardez la partie droite de la diapo. Vous voyez bien qu'il y a un petit truc qui est finalement plus gros qu'au départ. Mais c'est une cicatrice de la radiothérapie, on dit dans notre langage fibrose post-radique. Et donc voilà, alors pour ces patients-là, c'est un peu plus compliqué parce que comme on voit encore quelque chose, il faut vraiment que les mois et les années passent pour qu'on puisse dire ça y est, c'est fini, puisqu'il y a une image. Et l'image, on ne peut pas dire quand on la voit la première fois, c'est de la cicatrice ou c'est encore du cancer. Le plus souvent, la radiothérapie pulmonaire stéréotaxique, c'est vraiment très, très efficace. Donc, il y a peu de récidives locales. Mais comme on voit encore quelque chose, il faut attendre pas un temps plus long. Au bout de 5 ans, on peut dire vous êtes guéri. Mais c'est plus difficile. On va dire qu'il y a plus d'incertitudes par rapport à la chirurgie où on enlève, il y a aussi des incertitudes, il y a aussi un risque de récidive, mais au moins on a enlevé, donc on voit plus d'images. Peut-être qu'on peut donner un temps pour les questions, je ne sais pas, Laure, Oriane, si vous voulez nous dire les questions que posent les personnes qui sont connectées. Alors, les questions, elles concernent beaucoup les stades métastatiques, la réponse, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est de continuer et puis ensuite, on fera une séance de questions globales. Ok. Oui, j'en ai peut-être juste une qu'on pourrait poser. C'est finalement en situation de cancer du poumon localisé. Là, on peut avoir de la radiothérapie en plus de la chirurgie. On peut avoir des traitements adjuvants, une série de chimio ou voilà. Du coup, est-ce que vous pouvez rappeler en fait le rôle des traitements adjuvants médicamenteux qui peuvent être proposés dans certaines situations? Et est-ce que ça change quelque chose par rapport
à ce que vous avez décrit, donc en situation localisée, ce temps où on va suivre pour pouvoir conforter, on va dire, le niveau de réponse et pouvoir parler de rémission, voire de guérison? On va dire que quand on est opéré, la pièce opératoire passe dans le service d'anatomie pathologique et comme l'a décrit Hélène, 15 jours plus tard, son oncologue lui a dit « Bonne nouvelle, les ganglions ne sont pas envahis ». Donc ça, effectivement, c'est une bonne nouvelle quand les ganglions ne sont pas envahis. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas guérir si les ganglions ils sont envahis. On peut guérir même si on a les ganglions envahis, mais ça veut dire que le risque de récidive, il est un peu plus élevé. Et donc, cela signifie que si on a des ganglions envahis sur la pièce opératoire et qu'il n'y a pas eu de traitement avant, le plus souvent, ça dépend aussi de l'âge de la personne et de plein de choses, à 80 ans, je pense qu'on ne fera pas de chimiothérapie adjuvante, mais en dessous de 70 ans, si les ganglions sont envahis, le plus souvent, on va proposer une chimiothérapie adjuvante, 4 cures pour diminuer le risque de récidive. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais peut-être que la personne qui a été opérée, même si elle a des ganglions envahis, comme le chirurgien, il a tout retiré, peut-être qu'elle récidivera jamais. Mais peut-être aussi que comme il y a les ganglions envahis, même s'ils ont été retirés, peut-être qu'il y a 1 ou 2 cellules qui se baladent dans un coin et qu'on n'a pas pu enlever. Et à ce moment-là, c'est pour détruire ces cellules cancéreuses-là. On va se replacer 30 ans en arrière. 30 ans en arrière, il y a eu pas mal d'études où on se posait la question comment faire qu'il y ait de plus en plus de patients guéris. Et donc, il y a des patients qui ont accepté de rentrer dans des essais thérapeutiques de phase 3 le plus souvent. Ils ont été opérés, ils avaient des ganglions envahis et tirés au sort, chirurgie tout seul, c'était le traitement standard, ou chirurgie, puis 4 cures de chimiothérapie. C'était le traitement à l'époque, à l'étude. Et on a vu que ceux qui avaient chirurgie, puis 4 cures de chimiothérapie adjuvante post-opératoire quand il y avait des ganglions envahis, eh ben, ils faisaient moins de récidives. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait, quand il y a des ganglions envahis, la chimiothérapie adjuvante post-opératoire. Il y a aussi une étude qui a montré que quand la tumeur, elle fait plus de 4 cm, même s'il n'y a pas les ganglions envahis, ça peut valoir la peine de faire la chimiothérapie adjuvante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le fait. Au passage, on peut saluer tous les patients qui, il y a 20 ans, ont accepté de rentrer dans ces essais thérapeutiques et grâce à eux, il y a cette implémentation de ces traitements. Maintenant, il faut savoir qu'il y a énormément de progrès, y compris dans les stades localisés, pas que métastatiques, et chez certains patients, et de plus en plus, on va pas faire des traitements post-opératoires, c'est tout récent ce que je vous dis, hein, mais on va faire des traitements pré-opératoires. Chimiothérapie plus immunothérapie. 3 cures, puis l'opération, puis après on surveille. Ou parfois, on a encore de l'immunothérapie. Donc, ça bouge beaucoup, mais finalement, on peut retenir que la philosophie du traitement ou avant ou après la chirurgie, c'est pour augmenter encore les chances de guérison. Et enfin, petit focus pour les 10 à 15% des patients en France qui ont un adénocarcinome pulmonaire muté EGFR, donc avec une mutation particulière. Ceux-là, il y a eu des études aussi qui ont montré que dans certains cas, c'est pas dans tous les cas, mais il y avait un bénéfice après la chirurgie à faire 3 ans de thérapie ciblée, hein, avec un comprimé par jour, y compris, et de même, chez ceux qui ont un réarrangement ALK, donc 3 à 4% de la population caucasienne, donc globalement en France.
chez ces patients-là aussi, qui ont été opérés d'un cancer du poumon ALK, dans certains cas, on va leur proposer aussi un traitement ciblé en adjuvant. En fait, du coup, ça doit vous paraître très compliqué ce que je vous raconte, mais l'objectif, c'est d'augmenter les chances de guérison. Voilà, qu'elles soient les plus hautes possibles, qu'à 5 ans, on puisse dire « vous êtes guéri ». Et on voit bien qu'il y a 20 ans, c'était juste la chirurgie et que maintenant, c'est de plus en plus à la carte en fonction du patient et en fonction des caractéristiques de la tumeur. Et il faut qu'on arrête de dire le cancer du poumon. Il y a plein de cancers du poumon différents. Voilà ce que j'avais envie de dire sur les traitements adjuvants, néoadjuvants, périopératoires. Et si vous voulez, on peut enchaîner avec les stades métastatiques comme vous voulez. Bonne idée. Ok. Alors, hop. Donc, on va prendre deux situations. Donc là, on quitte la situation localisée et on est sur la situation de quelqu'un chez qui on a diagnostiqué un cancer du poumon avec des métastases. Et il y a plusieurs sortes de cancers du poumon. Là, on est sur les cancers du poumon non à petites cellules, parce que les autres, c'est cancers à petites cellules, c'est différent. Et au sein des cancers non à petites cellules, il y a plusieurs sortes, et on va dire, pour simplifier, les adénocarcinomes pulmonaires et les carcinomes épidermoïdes. Et quand on a un adénocarcinome pulmonaire, on doit rechercher, je dis souvent, une petite faille sur la tumeur, ce qu'on appelle dans notre langage une mutation qui confère une addiction oncogénique, en tout cas une mutation d'un gène. Attention, c'est pas vos gènes à vous, c'est pas votre patrimoine génétique, celui que vous allez transmettre à vos enfants, c'est les gènes des cellules cancéreuses. Et donc là, c'est le scanner d'une de mes patientes, très jeune, non fumeuse, qui avait d'emblée un adénocarcinome pulmonaire métastatique. Et on a recherché, bien sûr, on a fait les analyses moléculaires et chez elle, on avait trouvé un réarrangement de ALK. Et le diagnostic a été fait en 2017. Et donc, du coup, elle a bénéficié d'un traitement ciblé qu'elle prend toujours au jour d'aujourd'hui et elle est en rémission complète. On ne voit quasiment plus rien. Le scanner initial, c'est celui où j'ai noté diagnostic en 2017 à gauche de la diapo. Le scanner actuel, c'est celui qui est à droite. On voit quasiment plus rien. On va dire qu'elle est en rémission complète. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi tout à l'heure vous avez dit cancer du poumon localisé, on attend 5 ans, on dit guéri, et là vous dites rémission complète et vous dites pas guérison. Ben oui, parce que c'est au jour d'aujourd'hui, ça progresse beaucoup, hein, donc ce que je vous raconte, c'est vraiment au jour d'aujourd'hui. Eh ben, c'est difficile de dire guérison parce qu'on sait que ces traitements, ils sont le plus souvent très efficaces, mais que parfois, il peut y avoir quand même une récidive qui survient. Et donc, on est très, très attentif. Il y a toujours la surveillance. Et c'est pourquoi, pour l'instant, on préfère parler de rémission complète. Je vais aller un petit peu plus loin et je vous montre ici les résultats d'une étude. Je n'ai pas envie de parler de médicaments, donc j'en parle pas. Mais dans cette étude, il y avait des patients qui avaient un adénocarcinome pulmonaire réarrangé ALK métastatique. Et l'objectif, donc ils prenaient leur traitement tous les jours. La courbe en rouge, c'est le traitement de première génération. Ça veut dire c'est le premier traitement qu'on a trouvé pour être actif sur les réarrangements ALK. Et puis bien sûr, on essaye de faire à chaque fois mieux. Donc il y a des essais thérapeutiques. Là encore, on peut remercier les patients
qui ont accepté de participer, parce que là, on peut se dire, bah, c'est super et tout, mais au départ, quand on participe, on ne sait pas, hein. Donc, ils ont accepté de participer, ils ont été randomisés, le traitement qui était le traitement standard, le traitement rouge, versus le traitement à l'étude, le traitement bleu. Et les objectifs de cette étude, c'est la survie sans progression, je vais vous expliquer ce que c'est, et la survie globale. On aimerait bien dire les objectifs de cette étude, c'est le pourcentage de guérison, mais voilà, je vous dis les choses en vérité. L'objectif de cette étude, c'était ça. Ce qui est quand même très, très, très encourageant, c'est qu'on a eu les résultats à 5 ans, donc 60 mois. Et à 60 mois, il y avait 60% des patients qui étaient toujours en rémission. Donc ça, c'est quand même un truc, bien sûr, il faudrait que ce soit 100%, hein, je suis d'accord avec vous, évidemment. Mais quand même, vous voyez, on part de 8% de gens qui sont toujours en rémission avec le traitement rouge. Et grâce au nouveau traitement, 60%, donc c'est quand même un bond important. Et donc ceux-là, on est à 5 ans, ils n'ont pas rechuté. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont guéris? Je pense qu'il faut encore du recul parce que ces traitements sont récents. Ces résultats, ils ont été présentés l'été dernier, en fait. Donc, c'est tout récent, mais peut-être que si à 7 ans, il n'y a pas de rechute, etc., peut-être qu'on va dire que oui, ils sont guéris et que oui, ma patiente est guérie et je le souhaite pour elle. Mais pour l'instant, on est prudent et pour l'instant, on utilise le mot rémission. Du coup, je me dis que peut-être, probablement, vous savez pas ce que ça veut dire survie sans progression ou le mot progression. Moi, dans ma vie, en dehors de médecin, je me dis progression, c'est super, on progresse, on fait des progrès et tout ça. Dans le langage médical, le mot progression, c'est plutôt péjoratif. Et du coup, je voudrais vous expliquer, enfin, si ça vous intéresse, comment le médecin fait pour évaluer la réponse au traitement. Qu'on soit sur un traitement de chimiothérapie ou d'immunothérapie ou de thérapie ciblée. Pour qu'on parle tous le même langage partout dans le monde, il y a des critères internationaux qui s'appellent les critères RECIST. Bon, peu importe, mais ils s'appellent comme ça. Vous imaginez que la tumeur, c'est mon rond jaune et on imagine qu'il n'y a qu'une seule lésion sur le scanner. Le patient a le traitement et après, on regarde ce qui se passe avec ma flèche verte et c'est génial parce qu'on ne voit plus rien. C'est ce qu'on voudrait pour tous les patients, évidemment. Donc ça, c'est réponse complète. On ne voit plus rien. Parfois, vous voyez que mon rond, il a diminué. On voit sur le scanner que la tumeur a diminué. On dit qu'il faut qu'elle ait diminué d'au moins 30%. Et si c'est le cas, dans notre langage, on dit réponse partielle. Et dans ce cas-là, on continue le traitement. Parfois, c'est stable. La masse tumorale, elle n'a pas changé. On dit que la maladie, elle est stable. Et dans ce cas-là, on continue le traitement. Et enfin, malheureusement, parfois, la masse tumorale a grossi de plus de 20%, où il y a des nouvelles lésions. Et dans ces cas-là, on dit progression. Et dans ces cas-là, on change de traitement. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de savoir ça. Et donc, je reviens en arrière sur la situation des personnes qui ont un cancer du poumon métastatique, qui se reçoivent une thérapie ciblée. Le plus souvent, quand même, ça marche et on utilise le mot rémission et on est un peu frileux pour l'instant, mais peut-être que dans 2 ans, 3 ans, ce sera différent à utiliser le mot guérison et je crois qu'on a un témoignage à écouter ensemble. Eh bien oui, merci beaucoup pour ces slides et ces explications très pédagogiques, très claires qui répondent à pas mal des questions dans notre onglet questions. Et on va donner la parole à Leslie pour avoir son expérience.
merci à tous. Donc oui, ça va être une petite expérience pratique. Donc moi, c'était l'été 2016 où on m'a découvert un cancer localisé et j'ai eu la chance, voilà, d'être au sein de PHP et on m'a fait voilà une biologie moléculaire. Donc on a cherché si j'avais une mutation ou pas et on a cherché la bonne mutation, celle-là, la ROS1. Qui est vraiment à l'époque n'était vraiment pas du tout recherché. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance sur ce plan-là. Et la chance aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait des molécules qui existaient et j'ai pu y avoir accès dans le cadre de ce qu'on appelait les RTU à l'époque et que maintenant on appelle les accès précoces. Mais en tout cas, voilà, c'était en dehors de l'AMM, mais j'avais accès à la molécule par voie orale, donc j'étais bien contente. Les pneumologues se sont dit, bah, comme c'est localisé, on va peut-être voilà, essayer de lui faire un bon traitement pour que la tumeur justement diminue assez pour qu'elle puisse aller en chirurgie. Donc, on m'a fait de la radiothérapie avec de la chimiothérapie. Donc, pendant, je sais plus, 6 semaines à peu près, donc j'ai eu de la radiothérapie et 3 cures de chimiothérapie. Et pendant ce temps-là, on a arrêté la thérapie ciblée. On a attendu 2 mois pour faire les examens, pour voir si ça avait été bien efficace. Et banco, on découvre que je suis métastasée. Voilà, donc avec l'arrêt on ne sait pas en fait, hein, si les métas étaient déjà là et qu'on ne les voyait pas, ou si c'est l'arrêt de la thérapie ciblée. Voilà, donc maintenant j'ai à ce moment-là mes petites métastases au cerveau et dans le foie. Donc, on dit, allez hop, rebelote, thérapie ciblée. Donc, j'ai changé une fois de thérapie ciblée pour un problème de tolérance hépatique. J'ai changé une fois de thérapie ciblée pour un problème d'efficacité. Donc, il y avait reprise de la progression tumorale. Et puis, depuis à peu près maintenant, donc voilà, 5 ans, j'ai toujours la même thérapie ciblée. Et alors, je sais, je vais me mettre dans la rémission, on va dire. Mais en tout cas, je me sens vraiment pas guérie, étant donné que, voilà, moi, je continue à prendre voilà, un traitement tous les jours et que, voilà, je vais voir mon pneumo tous les 3 mois. Je fais les examens. On essaye d'espacer, là, maintenant, de passer à 4 mois. Je fais les examens, donc le scanner, l'IRM cérébral. Parfois, le scanner va être remplacé par le TEP scan. Donc, de temps en temps, voilà, on varie les plaisirs. Et avec le pneumo, donc, bah oui, ça fait longtemps maintenant. Peut-être qu'on pourrait baisser la dose pour les effets indésirables, parce que bon, là, j'ai pris un peu de poids, j'ai du cholestérol. Mais bon, à chaque fois, il voit ma tête et puis bon, il voit bien que je ne suis pas prête à prendre le risque. Ni voilà, les discussions, c'est surtout savoir voilà ce qui se passera quand ce sera plus efficace, quoi. Donc voilà, il essaye de me rassurer à chaque fois, tous les 3-4 mois, il me faut ma petite piqûre de rappel pour ne pas oublier qu'il y a d'autres choses qui existent si jamais ça marche plus, quoi. Mais j'ai ma petite vie presque normale et je suis bien, voilà, je me sens chanceuse sur la totalité de l'histoire. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup. Avant de continuer, si vous permettez, professeur Gounan, peut-être faire une petite pause avec quelques questions. Par exemple, on a une question de Lily qui dit que votre schéma était super pédagogique. Quand la réponse est complète, quand est-ce qu'on poursuit le traitement en fait? Comment vous savez jusqu'à quand on doit poursuivre le traitement? Alors, oui, et puis il y a aussi Claire qui a mis un petit mot qui est intéressant. Quand la réponse est complète, avec une thérapie ciblée, on poursuit le traitement. Parce que, en fait, il faut imaginer que la cellule cancéreuse, elle est addictive à un truc, et avec la thérapie ciblée, on lui coupe les vivres. Donc, elle va mourir. Mais si on enlève le truc qui coupe les vivres, ça risque de repartir. Donc, au jour d'aujourd'hui, je dis toujours au jour d'aujourd'hui, mais c'est vrai, dans l'état actuel de nos connaissances, et je rejoins Leslie, on continue
Et bien sûr que c'est pas drôle de prendre un traitement tous les jours, mais vous dites, et en tout cas vous avez l'air super en forme, et enfin voilà, c'est mieux de vivre sa vie avec un traitement tous les jours que de prendre certains risques et tout ça. Donc oui, Claire qui met, comment on peut dire guéri si on prend un traitement ciblé tous les jours. Je suis d'accord avec vous, Claire, et c'est pour ça que au jour d'aujourd'hui, on dit rémission complète, c'est déjà bien, et qu'on espère aller plus loin. La recherche avance vraiment, vraiment beaucoup, pas assez vite, mais elle avance vraiment beaucoup avec des molécules qui sont globalement plus efficaces. Donc, peut-être qu'un jour, on dira différemment. Mais aujourd'hui, pour les thérapies ciblées dans le cadre métastatique, on dit plutôt rémission pour l'instant. Et merci Leslie pour votre témoignage, et merci Hélène aussi pour votre témoignage. Une deuxième question, et après on passera au témoignage d'Emmanuel, pour que vous précisiez aussi ce qu'on appelle une réponse métabolique, puisqu'effectivement parfois on a des patients dans leur compte rendu, et Karine l'exprime, on voit par exemple une régression, donc c'est ce que vous avez dit, on voit que ça diminue, donc ici ça marche, mais il peut y avoir d'autres examens où on va parler de réponse métabolique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence que vous cherchez et ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez me remettre accessible sur les diapos? Hop, voilà. Donc, normalement, ce qui est recommandé pour le suivi, c'est de faire des scanners. Mais des fois, ça nous aide de faire des TEP scanners. Et le TEP scanner, on peut mesurer la tumeur un petit peu moins précisément qu'au scanner, puisque ceux qui ont déjà fait une TEP savent que ça dure quand même presque 1 heure, et que donc, évidemment, on va pas arrêter de respirer pendant 1 heure. Donc, c'est pas en apnée. Alors que le scanner, vous le faites en quelques secondes en apnée. Donc, on ne mesure pas au millimètre près, mais par contre, on a une information supplémentaire qui est l'activité métabolique de la tumeur. Et on peut mesurer, vous voyez là, ce qui est jaune et qui brille, on peut mesurer son intensité de brillance, entre guillemets, dans notre langage, c'est ce qu'on appelle le SUV max. Et parfois, on peut voir des choses au scanner, mais il n'y a plus du tout d'activité métabolique. C'est comme si on voyait au scanner, on voit un truc, on ne peut pas distinguer si la tumeur est active ou pas, mais au TEP scanner, il n'y a plus rien qui fixe, et donc on peut dire réponse complète métabolique. Voilà, c'est ça. Merci. Une super bonne nouvelle d'avoir une réponse complète métabolique. Ah bah bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est super. Évidemment. Moi, j'avais juste une question. Alors, j'ai découvert le terme, la rémission partielle. Il y a plusieurs personnes, Karine, qui nous parlent de rémission partielle dans les questions et qui demandent est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est la rémission partielle et c'est un concept qui, au niveau médical, c'est beaucoup moins solide que rémission complète ou guérison. Je pense, moi je n'utilise pas trop ce terme, je pense que ça veut dire qu'il y a une réponse partielle, qu'on voit encore des traces et que il n'y a pas rien du tout, je pense. Mais je suis désolée, je peux pas être aussi précise parce que je pense qu'il n'y a pas de définition admise par tous sur ce terme, et du coup, on peut remettre la présentation. Par exemple, comme on parlait de réponse complète métabolique, je prends cet exemple-là. Donc, c'est un autre cadre. On est, par exemple, dans le cadre d'un patient qui a un cancer du poumon métastatique. Et malheureusement, vous voyez, en 2018, multi-métastatique, parce qu'il y avait des métastases absolument partout. Et ce patient a été traité par chimio plus immunothérapie pendant 2 ans. Et depuis, je le suis. Et là, vous voyez son TEP scanner. Il est en rémission complète. Ça fait longtemps qu'il est en rémission complète. On a attendu que les années passent. Mais là, on a envie de dire qu'il est guéri, quoi. La maladie, elle n'a pas récidivé depuis. Même si au départ, c'était très très floride, ça donne aussi de l'espoir. Enfin, c'est pas le seul, il y en a d'autres, il y en a peut-être parmi vous. Ça donne de l'espoir. On peut avoir un cancer multimétastatique initialement
Évidemment, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais en tout cas, c'est possible avec un traitement extrêmement efficace. Voilà, ça illustre la réponse complète métabolique. Et je crois qu'il y a un autre témoignage encore pour nous ce soir. Effectivement, Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais te laisser la parole. Alors, donc, bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Emmanuel. J'ai été diagnostiqué d'un cancer des poumons en 2019, en janvier 2019, et j'ai commencé mon traitement en mars 2019. Alors, j'ai la chance de pouvoir vous raconter une belle histoire parce que, voilà, ça s'est plutôt très, très, très bien passé pour moi. Donc, j'ai été traité sous immunothérapie. Et alors, pour commencer, déjà, au niveau des premiers contacts avec l'oncologue, enfin, déjà, le diagnostic était assez rapide parce que moi, ça a commencé par une espèce de grosse boule, demi-balle de ping-pong au niveau de ici. Et en un mois, le diagnostic était posé, il y a eu un prélèvement avec les biopsies, les imageries. Et donc, j'ai pu quand même pas trop attendre avant de savoir de quoi il en était. Voilà, donc par rapport l'oncologue, les premiers mots qui ont été prononcés, parce que alors j'ai eu l'annonce comme quoi c'était un cancer du poumon dans un centre de soins, et après j'ai été déplacé vers un autre centre de soins pour le traitement. Et l'oncologue m'avait parlé d'un stade, parce que j'étais vraiment tout à fait novice par rapport à la terminologie, etc. Même oncologue, je ne connaissais pas le mot, hein, pour être tout à fait honnête. Et elle m'a dit, vous êtes plutôt 3B, 4A au niveau du stade. Et effectivement, professeur, la première question que j'ai posée, c'est est-ce qu'on guérit? Et effectivement, mon oncologue m'a dit, on soigne un cancer, mais pour l'instant, on ne guérit pas le cancer. Voilà, c'était des mots. Mais elle a eu des mots qui ont été pour moi d'une importance capitale, qui m'ont dit, mais je n'ai pas d'inquiétude pour vous, vous avez de la ressource. Voilà. Et ben, je crois qu'il ne s'est pas trompé parce que j'ai eu l'immense bonheur et la chance inouïe de voir que 8 mois après, j'étais en réponse complète. Et donc, donc, c'était en novembre 2019 et j'ai poursuivi mon traitement sous immunothérapie jusqu'en novembre 2020, voilà, où j'ai arrêté. Eh bien, figurez-vous que jusqu'à présent, je lisais que la conclusion des scanners. Donc, alors, j'avais mon traitement, c'était tous les 3 mois ma perfusion, toutes les 3 semaines, pardon, ma perfusion, et un scanner tous les 3 mois et un TEP tous les ans. Eh bien, figurez-vous qu'au bout d'1 an et demi, quand j'ai commencé à lire vraiment les comptes rendus de mon scanner, eh bien, je me suis aperçu que j'étais 4B. Voilà. Et qu'en fin de compte, je n'étais pas ni 3A, ni 3B, ni 4A, j'étais 4B. Et mon oncologue ne me l'avait jamais dit. Puis, j'avoue que moi, je n'y étais pas forcément beaucoup intéressé. Voilà, donc depuis officieusement le 15 novembre 2019, donc j'ai fêté ma renaissance il n'y a pas très longtemps, voilà. Je suis en rémission et officiellement, parce que si on prend en considération la date d'arrêt des traitements, c'est 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Donc, je dirais que ça fait 5 ans qu'il n'y a plus rien, mais officiellement, à la fin des traitements, ça fait 4 ans. Voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. S'il y a des questions, je veux bien y répondre. Simplement, moi, ma vision par rapport au cancer, alors j'ai eu un PDL1, c'était je ne sais pas si on parle de mutation, je ne vais pas forcément les termes médicaux appropriés, et j'avais un pourcentage qui est très élevé, à hauteur de 90%, et il s'avère qu'il y avait un traitement qui était efficace pour ce cas de figure, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et puis aujourd'hui, je profite. Alors maintenant, c'est depuis 2023, septembre 2023, je suis suivi tous les 6 mois avec un scanner, donc comme le disait Hélène, la tête, le machin, le truc muche, et un TEP scan tous les ans. J'ai pas forcément d'angoisse parce que de toute façon, je me dis que compte tenu de ce qui s'est passé, c'est un peu tout bonus maintenant, alors je profite. Voilà. Et puis maintenant, c'est vrai qu'avec l'oncologue, on parle de voyage. On ne parle pas de nos enfants, mais on parle de voyage, donc je vois qu'aussi ça se détend. Évidemment, le mot guérison, c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre, mais est-ce que ça a de l'importance au jour d'aujourd'hui? Bon, voilà. Il est vrai que
au vu de ce qui a été dit, ce que l'on sait, il y a toujours cette épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête. Et bon, allez, on profite et puis on verra bien. De toute façon, voilà. C'est parti. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel, c'est encourageant. Et alors, professeur Boudin, on apprend aussi que maintenant les oncopneumos par le voyage et enfants, ça doit vous changer aussi votre quotidien et vos consultes. On avait justement des questions. Alors, du coup, j'ai oublié ma question. Oui, Emmanuel disait, j'ai fini le traitement en 2020, mais j'étais en réponse complète dès 2019. Donc, est-ce que je suis en rémission, etc. Ça correspond exactement aux questions. À partir de quand prend-on le point de départ pour compter ces fameux 5 ans? Fin des traitements ou réponse complète? C'est difficile de dire, et on voit bien aussi qu'on est sur des... Voilà, c'est difficile de dire. Moi, on compte les 5 ans. Enfin, j'ai relu pour vous, on va dire, les recos de l'INCa. J'ai écouté hier soir une philosophe parler, tout ça. Enfin, c'est pas la philosophe qui dit qu'il faut commencer à partir du moment où la rémission est complète, mais voilà, 5 ans de rémission complète, a priori, on a des très, 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 très grandes chances d'être guéri. Et voilà. Et je le souhaite pour vous. Et merci d'oser témoigner parce que c'est pas très facile. Il y a quelque chose d'autre que je voudrais dire. On fait beaucoup de progrès. Donc, surtout, évidemment, profitez à fond, mais prenez soin de vous aussi. Du coup, je sais que là, je suis pas drôle en disant ça, hein, mais il faut essayer d'arrêter de fumer. Pour pas qu'il y ait un autre cancer qui arrive quand on est guéri de celui-là. Non, mais c'est vrai. Et puis voilà, comme à partir de 50 ans, il faut faire les dépistages de cancer du côlon, la mammo, tout ça, faisons-les, hein, parce que de la même manière que on parle des voyages et des enfants quand ça va bien et ça fait un bien fou, et du coup, on peut s'occuper du reste aussi quand on n'est plus à gérer les effets secondaires de la chimio. Donc, ça me paraît important. Et si on peut revenir sur la diapo, Oriane. Et il y a une grande question aussi, ça c'est de notre côté, du côté soignant, c'est combien de temps on surveille. Et du coup, on surveille au moins 5 ans, pour dire à 5 ans, a priori guérison, mais probablement qu'il faut surveiller après pour vérifier qu'il n'y a pas de récidive tardive, c'est quand même exceptionnel, mais surtout pour vérifier qu'il n'y a pas un autre cancer qui arrive. Moi, ça m'est arrivé, le monsieur qui avait le TEP scanner avec le cancer multimétastatique que je pense être guéri. Il a fait un autre tout petit cancer qu'on a diagnostiqué dans le cadre du dépistage. Et du coup, c'est pas les mêmes scanners, c'est uniquement des scanners thoraciques sans injecter d'iode. On peut se dire qu'on les fait tous les ans ou tous les 2 ans, et voilà, comme ça, ça veut dire qu'on va dépister le cancer tout petit, et on n'espère rien dépister du tout, mais s'il y en a un qui soit tout petit et qu'on le guérisse avec un traitement local, parce que c'est quand même plus simple. Et il y a une remarque justement à quand le dépistage de masse pour le cancer du poumon. Oui, on est hyper d'accord avec vous. On sait depuis 2011, c'est fou, hein, depuis 2011 que le dépistage du cancer du poumon par scanner thoracique low dose sauve des vies, encore plus que le cancer du sein, encore plus que le cancer du col, encore plus que le cancer du côlon. On sait que c'est super efficace, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de dépistage de masse en France. Et grâce à vous, grâce aux associations de patients qui font pression, on a bon espoir que ça arrive dans les années qui viennent. Mais il faut continuer la pression auprès des pouvoirs publics pour dire qu'il nous faut du dépistage du cancer du poumon en France, que c'est hyper important qu'on soit sur tous les plans, sur pas de tabac, qu'on mène une lutte anti-tabac importante, qu'on aide les fumeurs à se sevrer, bien sûr, parce que c'est pas facile, qu'on fasse du dépistage pour diagnostiquer ceux qui doivent être diagnostiqués très précocement, et puis les autres, qu'on les soigne avec les meilleurs traitements et les traitements les plus innovants. Et il y a Laure qui a mis pour bouger, participer à notre programme et challenge de marche. Oui, hein,
Une fois qu'on est guéri, faut y aller, il faut faire de l'activité physique. Je dis pas qu'il faut faire un marathon, et moi je suis hyper admirative, j'ai des patients qui font des marathons. Mais en tout cas, faites une activité physique, marchez, c'est important. Ça réduit le risque de cancer. Voilà, donc je voulais juste dire un grand merci à vous tous ce soir, mais effectivement dire, dans l'association, on discute énormément. Sur mon réseau cancer du poumon, il y a beaucoup d'échanges, il y a des sous-groupes, on peut se retrouver selon qu'on a une mutation, une immuno, qu'on a eu une chirurgie, etc. Tout ça va continuer à s'améliorer avec notre nouvelle plateforme. Mais effectivement, là, on s'est dit novembre, il fait tout pourri. Alors, c'est le mois de novembre, mois de sensibilisation au cancer du poumon, tout le monde ne le sait pas encore. Donc, on parle effectivement sevrage du tabac, etc. Mais beaucoup aussi j'allais dire, pour traverser les traitements, marcher, s'aérer, faire une activité, ça fait vraiment du bien. Et donc, on relance chaque année notre programme de challenge de marche qui permet en fait de se mettre aussi à plusieurs et c'est assez sympa de faire tout ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que c'est à la fois s'inscrire à un challenge, mais c'est aussi s'inscrire à notre programme où tout au long de l'année, on peut accéder, quel que soit son lieu de vie et de soins, à trois séances de gym, de la maison, etc. Donc ça peut venir en complément de ce que vous faites ou si vous n'avez pas près de chez vous des propositions, ça permet d'avoir une activité, enfin une proposition adaptée. Je voulais redemander à nos psychologues de l'hôpital Foch si, après ces témoignages aussi sur ces situations plus avancées, avec ces belles réponses, avec ces personnes comme Leslie qui vivent avec leur thérapie ciblée, qui peuvent refaire plein de projets, avoir un chien, un chat, faire des choses avec les enfants, des nouveaux projets d'activités qui font du bien. Et puis pour Emmanuel, c'est aussi tous les enjeux et on aura d'autres occasions de présenter d'autres types de témoignages autour de la reprise du travail. Hein, c'est un vrai challenge de faire des passions comme ce studio de batterie extraordinaire que nous, on connaît déjà assez bien sur mon réseau cancer du poumon. Tous ces projets vraiment. Est-ce que vous pouvez nous dire, au niveau du travail avec les psychologues, on sait bien qu'au début, c'est plutôt la cata d'avoir des métastases du cancer du poumon partout. Donc, vous devez voir en fait toutes ces étapes d'évolution. Est-ce que vous avez des messages à nous passer dans les quelques minutes qui nous restent? Déjà, merci beaucoup aux deux témoignages, Leslie et Emmanuel, depuis notre ancienne intervention. Du coup, un peu comme on disait tout à l'heure, on va vraiment avec la personnalité du patient et un peu ses mécanismes de défense. Et c'est vrai que pour reprendre votre situation, Emmanuel, ça vous a protégé de pas forcément savoir le stade dès le départ, de l'avoir finalement ignoré, donc d'avoir été un peu dans le déni de toutes ces informations. Et parfois, on peut être confronté à des patients qui ont ce besoin d'informations, justement, de clarification, qui vont parfois venir, nous, dans le bureau, nous demander plus de clarification. Donc, nous, on va appeler l'oncologue, on va essayer de dépatouiller avec lui un peu ce qui se passe. Et s'ils ont besoin de savoir, d'avoir l'information, on les accompagne dans ça et à essayer de qu'ils ne restent pas dans ce scénario non plus catastrophe trop longtemps, qu'ils ne s'engluent pas dans ça. Et pour ceux qui sont un peu sur le chemin juste de l'espoir et d'avancer, Moi, ce que je dis souvent à mes patients, c'est que, notamment dans des stades métastatiques où on pense tout de suite que c'est très grave et qu'on se dit le pronostic vital est en jeu, il y a toutes les questions sur la mort, est-ce que je vais survivre à tout ça ? Souvent, je leur dis que le cancer, on peut en guérir, mais pour ceux qui n'en guérissent pas, c'est pas pour autant qu'on va en mourir non plus. Maintenant, ça peut se transformer en une sorte de maladie chronique, un peu comme l'asthme, le diabète, où on prend son médicament tous les jours et c'est pas très agréable, mais au final, ça rentre dans un quotidien et on ne va pas mourir de notre cancer. On va apprendre à vivre avec. C'est une nouvelle manière de vivre, ça a ses implications et tout le chamboulement que ça peut impliquer, et pour le patient et pour la famille aussi, puisque ça chamboule tout l'entourage. Mais c'est surtout sur ça, sur les choses sur lesquelles on travaille, c'est effectivement de se dire que c'est pas parce que c'est métastatique et c'est très grave et qu'on pourra jamais dire le mot guérison que pour autant on va mourir de cette maladie. Non, il y a aussi plein d'autres choses et on peut encore vivre de très belles années et de très belles choses avec maintenant notamment les thérapies ciblées et l'immunothérapie qui sont très efficaces comme on l'a vu là. Donc c'est surtout sur ça qu'on travaille. Oui, on s'adapte en fait à comment le patient réagit à son annonce et on l'accompagne. En fonction des demandes. En fonction des demandes, ça c'est ça.
Merci beaucoup. On a beaucoup de questions, mais on avait fait une promesse au professeur Gounan, c'était de la libérer à 19h. Il est 19h06. Donc, du coup, en échange, on va une soirée sur une thématique. Exactement. On va vous proposer une autre thématique. Et donc, on aura le plaisir de se retrouver en 2025 où on vous propose encore des tas de webconférences. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. On a essayé de prendre le maximum de questions. Voilà, on ne peut pas prendre de questions personnelles. On est désolé. Et bonne soirée. Prenez soin de vous, comme a dit le professeur Gounan, et pas de cigarettes. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci Au revoir. à vous.